Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bruno Retailleau. Bonjour. Bonjour, David Merci d'être là avec nous, sénateur de Vendée, président du groupe LR au Sénat. C'est une surprise, on va parler effectivement de la réforme des retraites. Pourquoi? Parce qu'on a, il y a quelques heures, Édouard Philippe qui s'est exprimé, on l'attendait, on dit qu'il y a eu du flou, il y a peut-être qu'il y en a un petit peu moins. Il dit quoi? En gros, il dit, on a les images là, il est prêt à négocier avec les syndicats, les partenaires sociaux, la date d'application, la date d'entrée en vigueur de cette réforme, tout en étant ferme sur les principes, sur les objectifs de la réforme. Il fait preuve d'ouverture. C'est une bonne méthode? Non, alors je trouve que la méthode générale sur les retraites, je vais y venir, elle est très très anxiogène parce qu'il y a beaucoup de spécifiquement sur les Hier, propos du c'est un Premier exercice classique. C'est un Il exercice cherche le compromis, c'est ça la politique, non? Il cherche, je vais vous donner un exemple très concret justement pour illustrer mon propos. Il cherche sans doute à désamorcer un petit peu la dureté du conflit qui s'annonce le 5 décembre. Il est dans son rôle. Je vais vous prendre un exemple. Il dit par exemple la valeur du point pourrait évoluer, non pas en fonction de l'inflation, mais en fonction des salaires. Pourquoi pas plutôt positif quand les salaires évoluent justement. Simplement, ce taux d'évolution, il s'applique à un point qui a une valeur basse ou qui a une valeur haute. Non, c'est pas encore si vous avez... Bien sûr, et je peux vous prendre plein de domaines. Évidemment, pas de clause grand-père, mais si la réforme s'applique dans 20 ans, jamais, désolé, mais parfois ma famille politique est critiquée pour avoir manqué de fermeté ou de courage. Mais en 93, la première réforme des retraites Balladur, c'était nous. 2003, 2010, jamais on a dit que les réformes s'appliqueraient 20 ans plus tard, évidemment. Et heureusement qu'on a eu le courage de faire ces réformes. Donc je crois que... Vous n'êtes pas attaqué au régime spécial? Si, je suis désolé. Si, à plusieurs reprises, avec un taux. Alors on peut dire que la pente, elle est pas suffisamment rapide, mais il y avait un taux de convergence pour amener progressivement les régimes, bien sûr. Vous avez progressivement aussi à votre époque. Mais il y a une différence entre ce qui est décidé et qu'on commence à faire progressivement, de ce qui est décidé, mais qu'on décale 15 ans ou 20 ans après. Donc je pense que la méthode, elle est anxiogène pour deux raisons. D'abord, je l'ai redit, je le dis, la méthode, en tout cas la réforme pour l'instant, elle est très brumeuse et surtout, elle paraît injuste. Ouais. Brumeuse, injuste, et en même temps, ce qu'on entend, c'est assez pavlovien de la part de la droite, c'est on entend, oui, ils sont en train de reculer au gouvernement, mais quand on a un Premier ministre qui dit projet de loi présenté mi-décembre, puis en Conseil des ministres, puis examiné au Parlement au début 2020, puis voté avant l'été, où vous voyez un recul, le gouvernement, il donne justement le sentiment de vouloir aller jusqu'au bout? Il donne le sentiment? Je suis parlementaire. Les calendriers parlementaires, moi, je vous en fais un tous les jours. Fixer un passage en Conseil des ministres, fixer un passage à l'Assemblée puis au Sénat, c'est ce qu'on fait tous les jours. L'important, c'est le contenu du texte. Quand je dis qu'il y a énormément de flou, on le voit parce qu'on ne connaît pas le contour de la réforme. Il dit la réforme, on va unifier tous les 42 régimes en un seul, mais pour la transition, il dit voilà, il faut mettre le curseur au bon endroit. Parce que ça commence à partir de la génération de 63 ou la génération de l'an 2000. Il est où d'ailleurs pour vous le curseur? Il est où le bon endroit de ce curseur-là? Pour ce qui concerne la date ou pour ce qui concerne oui, quelle génération doit être touchée par cette réforme? La bonne réforme, c'est deux choses. C'est une réforme qui va permettre de garantir le pouvoir d'achat aux retraités. On a d'abord un problème de date. 2025, on sait qu'on a à peu près 15 à 17 milliards d'euros de déficit. Donc il faut d'abord... Entre 8 le corps a dit entre 8 et 17. Entre 8 et 11 experts disent entre 10 et 12. Entre 8 et 17 et le Sénat, on est autour de 12, voyez. Voilà. Mais de toute façon, il y a le déficit. Donc, première chose, vous me parlez de calendrier. Qu'est-ce qu'on fait? Qui n'est pas colossal non plus. 2027, oui, mais il y a un déficit. Souvenez-vous, il y a 2 ans, on nous disait qu'il n'y aurait pas de déficit. Il y aura un déficit, 2 milliards. Donc il va falloir prendre une décision rapide. La question de la justice, la question d'une vraie réforme, de garantir le pouvoir d'achat, c'est de repousser l'âge. Pour tout le monde, 65 ans, progressivement. Oui, mais ça vous a pas échappé, Bruno Retailleau. Il y a une promesse présidentielle qui a dit on ne touche pas à l'âge légal. Vous avez absolument raison. C'est bien de respecter ces promesses, non? Eh ben, c'est une mauvaise promesse, c'est un piège. D'ailleurs, qui était faite parce que le corps à l'époque disait qu'il y aurait un équilibre en 2025 en matière de compte. L'élection présidentielle, j'en ai fait aussi partie de cette élection présidentielle pour un autre candidat et on avait les chiffres, on savait parfaitement. Les auditeurs vont comprendre quand François Mitterrand abaisse de 65 à 60 ans, on a une espérance de vie de 74 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie, elle est de 82 à 83 ans. Donc qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Il a voulu
par démagogie, dire on ne touchera pas aux 62 ans. Ben voilà, qu'est-ce qu'il a fait? La désindexation. Donc, où on cotise plus, ça n'est plus possible. Non. Nos entreprises croulent sous les taxes et les charges par Et rapport... puis ça obère le pouvoir d'achat. Bien aussi, hein. sûr, exactement, vous avez totalement raison. Ou alors, à ce moment-là, on touche moins. C'est ce qu'il a fait en désindexant. Moi, je propose, ma famille politique propose... Temporairement, il a rien indexé depuis, hein, les Non, pensions. il a réindexé pour 2 tiers. Pour 2 tiers. Au budget qui a été voté, que nous n'avons pas voté, il y a déjà encore 1 tiers des retraites qui auront été sous-indexées. les plus Ça favorisés. représente 600 millions d'euros que ne toucheront pas des retraités français. Les plus favorisés, qui gagnent combien d'ailleurs 2000. ceux-là 2000. Au-delà de 2000 euros. Au-delà de 2000 euros. Est-on vraiment riche à 2000 euros? C'est un vrai sujet. Donc, il faut faire une réforme qui est une réforme de l'âge, parce qu'il faut tenir compte de Le contre-projet de la droite sur les réformes, c'était finalement ce que voulait faire Fillon en son temps. C'est deux choses. C'était c'est passer un- à 64 ou 65 et ans, 65 ans, l'âge de exactement, départ. en fait. progressivement. C'est ça le Oui, projet de la droite sur les absolument. retraites. c'est ça. D'abord, non, mais avant de parler de l'âge, il faut dire est-ce que oui ou non le contrat social il est le suivant? Il y aurait du monde dans la rue Est-ce aussi. que- Eh, vous auriez du monde dans la rue pour ça. Bien sûr, bien Hein, sûr. faut pas non Je, plus, je vais dire un mot sur les régimes spéciaux. Mais première chose, il y a un nouveau pacte social. On dit voilà aux Français, vous voulez garantir le niveau de vie, le pouvoir de nos aînés, très bien, mais on proporte progressivement parce que l'espérance de vie. Ça, c'est la première chose, et ça nous permet de dégager. Vous savez qu'un an de durée d'âge de plus, c'est 10 milliards. Ça nous permet de dégager des ressources pour augmenter les petites retraites misérables des agriculteurs, des Ce artisans. que fait le président avec son Et minimum à 1000 ça euros. permet, et Pension oui, minimum à 1000 j'aimerais euros. savoir comment il va le faire, comment il va le financer, parce qu'il ne pourra pas le financer sans mesure d'âge. Deuxième chose, une mesure équitable, une retraite équitable. Une réforme équitable, c'est bien sûr la disparition des régimes spéciaux. Ah ouais. C'est absolument... La droite, on a toujours rêvé de faire sauter ces régimes spéciaux. Et ben, Mais- on se dit qu'il va le mais faire. on l'a fait, il mais veut le faire. on On devrait a- être à mais- fond derrière lui, à fond les ballons. mais je ne manifesterai pas le 5. Mais ce que je veux vous Pas pour cette faire raison-là. comprendre, Pas c'est pour- qu'il ne suffit pas de s'attaquer aux régimes spéciaux pour considérer qu'une réforme elle est bonne. Les régimes spéciaux, ça concerne moins de 400 000 personnes. Il faut les arrêter. Mais je dis par rapport aux 18 millions de retraités d'aujourd'hui, et plus encore de demain, parce que c'est à cela qu'il faut s'adresser, on ne peut pas calibrer une réforme uniquement sur moins de 400 000 personnes. Moi, je suis pour l'extinction le plus rapidement possible des régimes spéciaux. Même comme dit le président, Mais pour je ces gens suis qui ont pour passé une un contrat vraie- avec la nation, en changeant les règles du jeu, alors qu'ils sont en quelques années de la Non, mais retraite. il peut y avoir une retraite, c'est ce que nous avions décidé, progressive, mais appliquée tout de suite. Pour Allez, moi, c'est progressif, mais appliqué tout de suite. tout simplement, tout simplement faire en sorte que progressivement, c'est ce qu'on fait quand on recule la durée de l'âge. On ne le fait pas brutalement, Non. on le fait en ajoutant par exemple un trimestre par an. Ouais. On peut le faire aussi sur un certain nombre de régimes spéciaux. Je termine. Le problème de l'injustice, c'est que la question d'un régime par répartition, et le président de la République ne veut pas changer de régime. On fait un régime universel, mais il demeure Oui. par répartition. Ça vous va d'ailleurs, ça. Ça me va. Le souci, c'est les familles. Le problème, c'est la démographie. Les premières victimes, un institut qui est indépendant, l'a montré il y a quelques jours. Ouais. Contesté par Jean-Paul Delevoye derrière. Non, mais il a été contesté. Par Jean-Paul peut-être. Delevoye. Mais il ne l'a pas été dans les chiffres. Qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Paul Delevoye? Non, c'est faux. A-t-il en face des chiffres très précis? Il a dit c'est une réforme qui n'est pas précise. Mais alors, quel contre-chiffrage a-t-il avancé? Aucun. Sachez que une famille, des femmes, par exemple, avec 2 enfants, qui touchent un peu plus que le SMIC, 1 300 euros, vont perdre l'équivalent par an de 1 600 euros. Les familles de 3 enfants qui touchent autour, même chose, dont les 2 parents, père et mère, touchent autour justement de 1 300 euros chacun par an, vont perdre aussi plus de 5 000 euros par an avec 3 enfants. C'est catastrophique et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement que dans le système actuel, vous avez un régime de bonification. Vous savez que les femmes touchent en moyenne à peu près 40% de moins de retraite parce qu'elles n'ont pas une carrière professionnelle qui soit complète. Donc le régime actuel compense. Il compense en attribuant par enfant 8 trimestres. C'est considérable. 8 trimestres, vous avez 3 enfants, ça fait 24 trimestres. 24 trimestres, c'est considérable, c'est plusieurs années. Et en plus, pour les femmes et les familles de 3 enfants, vous avez 10% pour la maman, 10% pour le papa, 20%. Monsieur Delevoye nous dit que ça sera 5% par enfant. Vous voyez bien qu'il y a un premier hiatus. 5 à 3, ça fait 15, alors qu'il y a 20. Et alors, les 8 trimestres par enfant, où sont-ils les 24 trimestres? Ce qui veut dire que, non, mais c'est extraordinaire comme le gouvernement cache des évidences qui sont fondamentales. Or, je prétends
qu'une bonne réforme des retraites ne peut pas ignorer la dimension démographique, c'est-à-dire la dimension familiale. Ouais. C'est une évidence parce que c'est un équilibre entre, d'une part, l'espérance de vie et le nombre de retraités, mais c'est aussi un équilibre entre les actifs et ceux qui ne le sont plus. Ouais. Quand on entend le Premier ministre dire hier, il rappelait ce qu'a déjà dit le Président, que les Français devront progressivement travailler plus longtemps pour équilibrer le système. Il n'y a rien à redire, c'est ce que vous dites aussi. Mais vous dites la même chose, là encore, il n'y a pas d'opposition. Non, mais il faut le faire. Et il y a plusieurs façons de le faire. Il y a l'âge pivot. Il y a l'âge pivot. Je pense que l'âge pivot va désavantager si on met à 64 ans, si on sort avant, si on part avant, eh bien il y a une décote. Ouais, mais cette comme liberté, pour les retraites complémentaires qui ne fait pas hurler tout le monde. Hein. Absolument. Si ce n'est que ça désavantage évidemment ceux qui ont des carrières, qui ont connu le chômage, qui ont des carrières plus heurtées, qui n'ont pas les moyens, et ça avantage ceux qui ont plus de moyens, parce que cette liberté, c'est une question de moyens. Ceux qui ont eu des carrières professionnelles beaucoup plus heurtées ne pourront pas se payer, si j'ose dire, une décote. Donc autant dire pour tous que c'est 65 ans dans quelques années, avec la possibilité de financer les carrières longues, évidemment. Ouais. Quand il confirme, le Premier ministre, qu'il n'y aura pas de clause du grand-père, vous êtes rassuré? En partie, puisqu'il dit dans la même phrase, vous avez vu dans la même phrase, puisqu'il dit ça peut être une application qu'on comprend en 10-20 ans. C'est pas possible. Bah c'est 40. La clause du grand-père, c'est 40 ans, pour le coup. C'est pour ça que je vous dis 10-20 ans. C'est-à-dire que le curseur, il sera sûrement entre les 40 ans. Mais voilà, donc moi je pense qu'on a une besoin. Vous posiez tout à l'heure la question du calendrier, il y a un besoin immédiat. Et je vais vous dire que. Je vous coupe, attends, mais à droite, vous n'êtes pas tous au clair, cette clause du grand-père. On a vu Valérie Pécresse, il y a 48 heures, nous dire oui, mais elle y est favorable. Il y a la dissonance aussi dans votre camp sur le sujet. Hein. Non, franchement, la question sur la réforme des retraites, je crois que notre famille politique au sens large, Valérie a quitté LR, moi j'y suis resté. Elle est de droite, Valérie Pécresse. Bien sûr, c'est pour ça que je dis la famille au sens large. On est autour de cette idée qu'on doit adapter avec une mesure d'âge. Et vous savez que la mesure d'âge, elle a un autre avantage en termes d'économie. Quel est le grand problème du niveau de vie des Français? Pourquoi il y a un décrochage? Pourquoi il y a un problème de pouvoir d'achat? C'est tout simplement parce qu'on a une croissance potentielle qui est un peu faible et on ne pourra pas toujours, avec la dépense publique, créer un pouvoir d'achat factice, c'est-à-dire qui est gagé sur les impôts de demain parce qu'il faudra un jour peut-être rembourser un peu la dette. On a un problème, c'est qu'on ne met pas sur la table une quantité, une offre de travail suffisante. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un taux d'emploi de 10 points. Or, quand vous... De 10 points de 10 points inférieurs à l'Allemagne. De 10 points inférieurs à l'Allemagne. Vous avez raison de me reprendre. Ouais. Mais c'est le vrai sujet. J'en parlais il y a 2 jours avec Jean-Marc Vittori des Échos. C'est exactement ce que je disais. On se concentre sur les pensions. Est-ce qu'il ne faut pas se concentrer sur le travail et mettre plus de gens dans l'emploi? C'est exactement ce que je lui disais. Exactement. Alors, je vais juste terminer la démonstration que je voulais absolument faire. C'est que quand vous augmentez l'âge de départ à la retraite, vous augmentez le taux d'emploi. C'est mécanique, si j'ose dire. Et donc, vous fortifiez les conditions de la prospérité. Si les boîtes conservent les seniors en entreprise. Il y a un sujet là-dessus même. Je vais prouver ce que je dis. C'est mécanique. Lorsque le gouvernement de François Fillon, sous Nicolas Sarkozy, augmente de 2 ans l'âge légal de départ à la retraite, eh bien, on constate que sur une dizaine d'années, le taux d'emploi des 60-64 ans a augmenté de plus de 11%. Ça a été mécanique. 11 points. On parle en points, parce qu'on ne parle pas de pourcentage sur des pourcentages. On parle de 11 points. De 11 points. Voilà. Si c'est vrai, ça me paraît énorme, mais je vais vérifier. C'est mécanique. Maintenant, ce que je vais vous dire, et pour terminer, vous avez absolument raison. Une réforme des retraites doit s'attacher à traiter un certain nombre de conséquences. Pourquoi est-ce qu'il fait, le président, cette réforme des retraites? Attendez, j'essaie juste, parce que vous souleviez un point intéressant sur le chômage, sur l'insuffisance du travail. Vous avez raison, une réforme des retraites doit être une réforme globale. C'est-à-dire qu'on doit traiter le chômage, on doit avoir la bonne politique économique, bien sûr. Moins de cotisants quand il y a beaucoup de chômeurs, c'est moins de rentrées et c'est plus de déficit pour le régime. Il y a la politique familiale. On oublie, vous savez que dans ce budget, les familles vont être taxées de 400 millions d'euros puisqu'il y a une désindexation à nouveau des allocations familiales. On est en train de mettre en l'air notre politique familiale et une politique qui n'envisage pas la dimension démographique est une politique qui n'envisage pas l'avenir. Je pense moi aussi que l'accession à la propriété, je pense qu'entre un retraité qui est propriétaire de son appartement, qui n'a pas à débourser des loyers, et un autre qui doit débourser un loyer, le niveau de vie n'est pas le même. Il y a une dépense contrainte dans un cas, et je pense qu'on doit favoriser, en France, une politique d'accession sociale à la propriété beaucoup plus ample. Donc vous voyez que la réforme des retraites, pour moi, elle doit s'insérer dans une
une politique économique globale qui vise à lutter contre le chômage, qui vise à accepter, à endosser une politique démographique, notamment nataliste, et aussi une politique d'accession sociale à la propriété, beaucoup plus ambitieuse que ce que nous avons, parce qu'aujourd'hui, il y a 2 ans, les décisions du gouvernement ont affaibli considérablement, on le voit, à la fois le marché privé et aussi le marché des bailleurs sociaux. Sur cette réforme, encore une fois, des retraites, on a un Premier ministre qui va porter cette réforme, on l'a compris, ça c'est lui qui va la porter, qui dit, encore une fois, je reste ferme sur les principes, mais je leste sur la mise en application, l'entrée en application, l'entrée en vigueur, encore une fois, de la réforme. Après, il y a peut-être cette paralysie, on verra dans quelques jours ce qui se passe avec ces grèves qui nous attendent. Est-ce que le gouvernement saura y résister ou est-ce qu'il y aura ce risque? Ça dépendra s'il réussit à retourner l'opinion. C'est intéressant de voir le sondage ELAB pour BFM TV. 53% réalisé hier, ELAB, BFM TV, 53% des Français, 11 points de moins, qui soutiennent les mobilisations justement contre la réforme. 11 points de moins. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de retourner l'opinion? C'est une des questions. Je pense que le juge de paix, comme à chaque fois, c'est l'opinion. Absolument, souvent, bien sûr, parce qu'il y a une pression politique. On est quand même dans une démocratie. Certes, on ne doit pas tenir compte des opinions qui peuvent varier, mais je pense qu'il faut malgré tout envisager les choses. Et on regarde les grèves qui sont longues. Souvent, il y a une réussite de la grève, comme en 1995, parce que les Français projetaient sur les grévistes leur propre mécontentement. Il y avait une forme de grève par procuration. Ouais. Et si on risque d'avoir là? Je pense que c'est possible, je sens rien pour l'instant. Moi j'ai fait une proposition sur le service garanti. Elle vous a répondu la ministre Borne. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que c'était, je ne sais plus, il y a eu un mot qui n'était pas très gentil à votre endroit. C'était une proposition pas très sérieuse. Non mais ce gouvernement, bien sûr, mais le gouvernement... Même Damien Abad, chez vous, votre équivalent à l'Assemblée, a dit la réquisition du personnel, il n'avait pas l'air spécialement... Non, c'est faux, j'étais avec lui, on a fait une réunion avec les députés. Il a dit faire la négociation à la réquisition, il a dit. Non, c'est faux. Non, mais il y a d'abord une négociation. Dans mon texte, on négocie. Et quand il y a l'échec de la négociation, il y a jusqu'à la réquisition. C'est-à-dire qu'il y a un vrai service minimum des transports publics qui est garanti, comme dans beaucoup d'autres grandes démocraties. On nous fait le coup à chaque fois, mais depuis... Et le gouvernement ne fera rien, évidemment. Parce que le délai est court. Le délai est court. Mais j'ai jamais proposé, attendez, le texte, je vais le déposer la semaine prochaine. J'ai jamais pensé qu'un texte, un dépôt de proposition de loi pouvait agir pour le 5 décembre. Mais est-ce qu'on est enfin une démocratie adulte? Est-ce qu'on donne toute sa place au droit de grève? Mais est-ce que pour nous, le droit de grève, c'est le droit de bloquer toute une économie? Je ne le pense pas. Sur cette réforme des retraites, on a le sentiment quand même, sur les objectifs, le président vous suit quand même, qui sont réfléchis. Faire sauter les régimes spéciaux, même si ça prend plus de temps que ce que vous auriez fait, encore que le discours n'est pas le même quand on est dans l'opposition, quand on est aux affaires. Il dit qu'il faut travailler plus longtemps. Et finalement, l'âge pivot, ça revient à pousser les gens, tout en laissant la liberté de partir avec moi, de travailler plus longtemps. Est-ce qu'il y aura même l'âge pivot? On ne le sait pas. Le problème de l'anxiété de cette réforme. L'opposition de la droite, je la trouve un peu factice sur cette réforme des retraites. Vous ne pouvez pas le dire, parce que vraiment, on a eu le courage de faire à 3 reprises des réformes. Et sans ces réformes-là... Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais lui dit, ça suffit, une petite réforme toutes les 10 ans, j'en fais une, et après on n'en parle plus, parce que finalement, le système s'auto-équilibrera en fonction il doit répondre à de la croissance, les de la choses sont très simples. Arrêtons d'emberlificoter les choses, arrêtons de se tortiller derrière des pupitres. On doit répondre à une chose. Allez. Oui ou non, garantit-on le pouvoir d'achat des retraités? Il va vous dire oui, la réponse est oui. Non, on verra très très vite. La seule façon de le garantir, c'est plus de travail. C'est une durée de travail beaucoup plus longue. Mais il dit la même chose, encore une fois. Sur les salariés... Oui, mais attendez, il dit la même chose. Il faut travailler plus longtemps. La différence, très franchement, Emmanuel Macron, vous devriez le connaître depuis 2 ans et demi. On a l'habitude d'entendre des très beaux discours, des paroles fortes et des actes faibles. Quand il dit, par exemple, les fonctionnaires, notamment les enseignants, plus de 800 000, pourraient être évidemment les victimes de cette réforme, puisqu'ils n'ont pas de réforme, ils n'ont pas de prime. Et en plus, le calcul se fait actuellement sur la fin, les 6 derniers mois et non de pas leur carrière. Sur l'ensemble de leur carrière. Il dit, OK, on va revaloriser leur salaire. Ouais. Très bien. Et en même temps, il dit, mais c'est une réforme qui ne va pas coûter plus cher. Mais j'attends de voir. J'attends de voir si les effets de cette réforme, en réalité, pour acheter la paix sociale, ne vont pas à nouveau coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Mais ce n'est pas une calamité. Et ça créerait demain encore plus de déficit public. Ce n'est pas une calamité, cette réforme des retraites version Macron. Mais je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Il ne suffit pas de dire. Moi, on a les grands principes, j'ai été quand même, sur la retraite à points. Moi, ça ne pose pas de problème. Il y a 5 ans, au Sénat, on a fait des propositions. Mais le problème du point est un problème de calcul.
c'est de l'arithmétique. C'est Et une le calcul a été modalité fait par le Jean-Paul Delpois. non, mais que vous calculiez en points. D'abord, vous savez parfaitement que les complémentaires aujourd'hui sont exprimés déjà en points. Voilà. Que vous calculiez en points ou en trimestres, c'est la même chose puisque vous allez convertir des trimestres en points. Ouais. Le problème, c'est ce qui entoure la réforme. Et c'est ce flou, c'est cette brume qu'il faut Vous aimeriez absolument savoir dissiper. quoi, alors Les mères de famille, pourquoi est-ce que les femmes, très concrètement, qu'est-ce que les femmes, qu'est-ce qu'on reproche aux femmes, qu'est-ce qu'on reproche aux familles de 3 enfants qui vont perdre de façon très importante? Pourquoi? Ça n'est pas supportable. Voilà. Pourquoi est-ce que les régimes libéraux, indépendants, les avocats vont devoir avoir le double de cotisation dans la durée. Pour toucher, Pareil. sans doute pareil ou sans doute même jusqu'à 40% de moins. Pourquoi cela? Je pense par ailleurs que c'est un fantasme des bureaucrates français que de vouloir convertir 42 régimes en un seul régime. Moi, je pense qu'on pourrait très bien Tous les Français sous la même toise. Non, je pense qu'on pourrait uniformiser et universaliser avec 3 régimes, 3 ou 4, c'est-à-dire public, privé, salarié, indépendants libéraux, pour tenir compte justement des carrières, pour tenir compte des spécificités. Et vous pourriez d'ailleurs universaliser le socle avec, à chaque fois, sur ces 3 ou 4 grands régimes, une complémentaire. Je pense que ça permettrait, en tout cas dans un premier temps, de faire converger sans brutalité, sans qu'on n'y perde pas. Et ce que je crains, c'est que cette réforme, je pense qu'ils n'ont pas envisagé par des calculs très concrets. Et l'Institut de protection sociale l'a démontré cette semaine, pour les femmes et pour les familles. Je pense que cette réforme n'est pas aboutie. Et il y a des effets de bord, il y a des conséquences qui vont être des conséquences qui seront dramatiques. Et je crains, moi, que pour compenser, comme on fait souvent en France, on va acheter la paix sociale et on va y déverser des milliards. Ouais. Enfin, à l'époque, Nicolas Sarkozy, quand il avait supprimé, encore une fois, un poste de fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, il avait rendu la moitié aussi en pouvoir d'achat pour les... positif. Oui, mais il y a toujours des compensations à faire, c'est comme ça. C'est ça la politique bien aussi. sûr, bien sûr. Hein, mais là, je ne parle pas de compensation, je parle d'addition. Voilà. Donc, ce serait paradoxal quand même que cette réforme se traduise au bout du bout, à la fois par des injustices et par de l'argent public déversé pour acheter la paix sociale. Dans ce sondage BFM TV pour ELAB pour BFM TV, Bruno Retailleau, 73% des Français disent s'attendre à un mouvement social de grande ampleur. Voilà. Est-ce que vous redoutez vous aussi une longue paralysie, encore une fois, du pays? Le gouvernement saura-t-il y résister? La tentation après, c'est de reculer. Je pense qu'on peut y résister. Avec l'expérience qui est la vôtre. Je pense qu'on peut y résister si on met les choses sur la table. Le caractère anxiogène aujourd'hui, c'est que c'est flou. On l'a vu sur l'âge. D'abord, Emmanuel Macron a dit « je ne toucherai pas à l'âge ». Ensuite, on nous a parlé d'âge pivot. Ensuite, le Premier ministre nous a parlé d'âge d'équilibre. Ensuite, Emmanuel Macron nous a dit voilà, on ne va pas faire ça, on va faire une durée de cotisation. Ouais. Après, il y a la clause grand-père. Ouais. C'est trop flou. On voit que la réforme, elle n'est pas aboutie. Je pense, en réalité, qu'il y a un objectif caché de cette réforme. Quel est l'objectif caché de cette réforme? Ça y est, attention. J'ouvre mes écoutilles. Je pense que ça va permettre à l'État, c'est une étatisation, voilà, c'est une étatisation, et ça va permettre à l'État de mettre la main sur les 160 milliards d'euros d'excédent des régimes privés. On a 42 régimes, il y a des régimes publics, des régimes spéciaux et des régimes privés. Mettre la main. Les excédents sont sur les régimes privés. Ouais. Les déficits sont sur les régimes spéciaux, mais aussi publics. Quand vous faites tout ça, quand vous faites une addition des soldes positifs et négatifs, le déficit absorbe les excédents. Et la réforme, pour les spécialistes, lorsque par exemple on calibre à 3 passes, les passes, c'est, si j'ose dire, les plafonds de la sécurité sociale, on voit bien que c'est calibré pour englober l'ensemble des salaires de la fonction publique. Donc c'est ça le dessin caché, c'est ça. Il y a aussi ce dessin caché. Donc peut-être que je me trompe, mais c'est un doute qui est sérieux et que beaucoup partagent. Pour lever ce doute, ce que je demande, c'est plus de transparence. Et aujourd'hui, on n'a pas de transparence. Moi, on interroge au fil des semaines, dans les questions d'actualité, le haut-commissaire, mais plus les semaines passent, et moins on y comprend. Il était un peu déjugé, c'est compliqué, hein. Il n'a pas toujours eu gain de cause, et on attend de voir les arbitrages précisément, dans un sujet qui est compliqué, et qui concerne, c'est pour ça que la dureté de la grève, elle vient de là. C'est que contrairement à toutes les autres réformes, la réforme des retraites, elle nous touche, chacun d'entre nous. Un jour ou l'autre, nous serons confrontés à la question de la retraite. Et c'est la raison pour laquelle ça ne peut pas laisser les Français indifférents. Et les Français ont besoin de savoir. Ils ont besoin de savoir si oui ou non, ils vont
perdre ou ils vont gagner. Moi, j'avais demandé il y a quelques mois, dans un interview, dans un grand journal économique, justement, qu'on donne les moyens aux Français de calculer. Xavier Bertrand a demandé aussi un simulateur. Je trouve que c'est une excellente idée pour que chaque Français puisse faire les calculs. On ne peut pas laisser le flou sur une question aussi grave. Et si les choses se passent bien, pas de problème, ça éteindra tous les feux. Mais j'en doute. Il nous reste 30 secondes, puisque vous parlez de Xavier Bertrand. Il y a 4, on dit, présidentiables à droite, Pécresse, Bertrand, François Baroin et Gérard Larcher. Est-ce que vous ne faites pas, au fond, une croix quand même sur cette présidentielle 2022 ou est-ce que la droite peut encore jouer un rôle de premier plan? J'insiste au premier plan, quand on voit qu'il y a 2 questions en une dans les sondages, on a toujours un second tour, mais qui se rétrécit, l'écart se rétrécit entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il n'y a plus que 10 points d'écart contre plus d'un tiers à la veille du second tour en 2017. Est-ce que vous avez fait une croix sur la 2022 ? Non, il ne faut surtout pas. Et pas seulement pour la droite, pour la France, pour les Français. Parce qu'on voit bien que sondage après les sondages, et ça se renforce, les Français refusent ce non-choix. Le choix entre d'un côté Emmanuel Macron, de l'autre côté Emmanuel Macron. Vous voyez Emmanuel Le Pen. Eh bien, je pense que les Français, dans les urnes, ils trouveront le moyen de dire quel est leur choix. Ils reprendront leur liberté. Par ailleurs, on voit bien dans les analystes, on voit bien que... Là, est-ce qu'aujourd'hui, c'est que la droite fasse moins de 10% au premier tour? Absolument. Pardon, absolument. Non, mais si on prolonge le trait, c'est là où on est aujourd'hui. Mais David Jaco, vous avez raison de le dire. Moi, simplement, je pense que, vous verrez, rien ne se passera comme c'est prévu. Rien ne se passera. Il faut qu'on se reconstruise à partir des idées. C'est ce que j'ai fait. J'ai écrit un livre qui s'appelle Refondation. Il faut qu'on se saisisse de nouveaux thèmes, l'écologie. On a fait des propositions au Sénat. Qu'est-ce que sur l'économie, quand même là-dessus, sur l'économie, écologique. Ils mènent quand même une politique de droite en économie. Non, c'est une fausse politique de droite. Quand on vient d'examiner, on va refuser le budget qui fait encore plus de déficit, encore plus de dépenses. Vous savez qu'Emmanuel Macron, en réalité, on est à 2% il a fait public. en 3 ans, il aura fait sans doute pas mieux et peut-être même moins bien sur la dépense publique que François Hollande. En termes de dépenses publiques. Cette année, c'est plus 23 milliards. C'est 68 milliards. Oui, mais ça augmente de moins en moins. Non. C'est ça qu'il faut voir. Comparons aussi, les choses. Non. Le déficit. Écoutez, on est à 2% sur le déficit. On a, au moment où je vous parle, en cette fin d'année 2019, nous sommes à la traîne de l'Europe. Nous avons les moins bonnes performances de tous les pays européens. Je ne sais pas où vous sortez ça sur la croissance en France. Aujourd'hui, la croissance en France, bien sûr, 1,2 ou 1,3%. L'Allemagne, 0. Vous savez pourquoi? Prenez toujours l'Allemagne comme modèle. Sûr. Ils sont à 0. Je vous réponds. Ce sont nos faiblesses qui nous protègent. Un, c'est parce que, certes, on donne de la dépense publique et donc on alimente un peu la croissance, mais c'est une croissance gagée sur l'endettement, la faiblesse nous protège. Et ensuite, c'est parce qu'on a un déficit de compétitivité et on a très peu d'exportation. Et donc nous sommes moins exposés que l'Allemagne parce qu'on a un volume d'exportation moindre que l'Allemagne. Et ce sont ces deux faiblesses. C'est un bon résumé. Donc il y a un double déficit, le déficit de la compétitivité qui se lie dans le déficit extérieur, la balance commerciale, et un autre déficit, trop de dépenses publiques, trop d'impôts, les deux sont liés, qui se lient dans le déficit budgétaire. C'est un programme, ça. Allez, on en reparlera tranquillement quand vous reviendrez. Merci d'avoir été avec nous. Bruno Retailleau, donc sénateur de Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.